Madame, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Je vous souhaite la bienvenue aux 20h. Voici les manchettes, les principales de cette édition. Le ministre camerounais de la Défense sanctionne l'indélicatesse d'un homme en tenue. Le capitaine de la gendarmerie, Georges Patrick Meka, est démis de ses fonctions au cabinet du ministère de la Défense. L'officier est accusé d'avoir tabassé l'économe d'un établissement scolaire à Yaoundé. En santé, c'est une alerte. L'usage abusif de la pilule n'est pas sans risque sur la santé de la femme. Les experts recommandent beaucoup de prudence. C'est à voir dans cette édition. Déclaration du président Biya au sortir du tête-à-tête avec son homologue français François Hollande. Vérité et contre-vérité, décryptage dans la seconde partie de ce journal avec un expert. Madame, monsieur, je vous retrouve dans un très court instant pour les détails. Une fois de plus, madame, monsieur, merci de nous retrouver sur le 20h. Paul Biya officiellement poursuit son séjour en France. Le président de la République a rencontré ce jour les acteurs de la scène économique française. Il a appelé les investisseurs français à prendre le meilleur risque. Et pour lui, le meilleur risque, c'est le Cameroun. Le chef de l'État a donc fait les yeux doux ce jour aux potentiels investisseurs français au cours du Forum économique franco-camerounais. Des détails avec Seth Ngom Priso, Mérimé Padja et Éric Fernand Kouamou. Et voici Paul Biya sur le perron de l'Élysée. Au bout de ses pas, un échange avec François Hollande. La deuxième poignée de main officielle depuis l'accession de François Hollande à la tête de la République française. Cette rencontre bilatérale restera l'une des plus polémiques connues par le président camerounais. Au rang de préoccupation, sa longévité au pouvoir. Voici 31 ans que Paul Biya dirige le Cameroun. Et le 13 février prochain, il aura 80 ans. De quoi rafraîchir la mémoire sur une posture du président français qui indiquait au lendemain de sa prestation de serment qu'il ne travaillerait pas avec ces dirigeants africains qui s'éternisent au pouvoir. Pour le reste, c'est un Paul Biya rassurant qui évoque le contenu de son échange avec François Hollande. Nous avons à faire face à un certain nombre de problèmes. Les problèmes de sécurité maritime, la situation au Mali. Le Cameroun est lancé dans un vaste programme de modernisation, routes, autoroutes, ports, aéroports, etc., agro-industrie. La coopération économique franco-camerounaise, sous la menace de la Chine et autres dragons d'Asie, a constitué le menu de l'échange avec des potentiels investisseurs français. En mémoire, la gestion des projets structurants, la question du financement et des investissements dans un pays qui se voit émergent à l'horizon 2035, selon ses dirigeants. Paul Biya s'est entouré des opérateurs économiques pour vendre le Cameroun, pays très critiqué pour son économie morose. Malgré tout, l'optimisme est resté de mise. Nous avons été associés à cette visite de travail du chef de l'État. Sans doute parce que dans le contexte actuel, le volet économique est extrêmement important. Notre entreprise est le principal opérateur au Cameroun dans le secteur de l'électricité. Et nous avons le statut de partenaire stratégique du gouvernement. Donc nous devons tout faire pour appuyer la politique du gouvernement sur le plan de l'industrie, sur le plan économique. Nous sommes venus pour demander aux hommes d'affaires français de venir participer à ce grand mouvement de développement que nous avons lancé. Reste maintenant le retour de cet échange, son impact sur le quotidien des citoyens camerounais, déjà rongés par le virus du chômage et de l'emploi précaire. Paul Biya a lui-même reconnu que son pays reste un bon risque pour les investisseurs et on attend de voir. Voilà, le président Biya a rencontré cet après-midi, vous l'avez vu dans les images des investisseurs français hier. Il a eu un échange avec son homologue français, François Hollande. Seulement, la classe politique camerounaise reste divisée au sujet des déclarations qu'il a faites au sortir de ce tête-à-tête. Le SDF notamment pense que le président de la République du Cameroun s'est livré à son sport favori, la diversion. Dani Warren 2 et Serge Alain Otto. Ai-je l'air si fatigué? Ainsi s'exprimait Paul Biya au perron de l'Élysée.
Le chef de l'État qui souffle sur sa 80e bougie, le 13 février prochain, apporte ainsi un démenti à ceux qui pensent qu'il est temps de passer la main. Pour Jean-Robert Wafo, le secrétaire général de la communication du Social Democratic Front, Paul Biya bat tous les records. Quand on a vu passer en France près de 4 présidents, le président François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et actuellement François Hollande, vraiment être cosmonaute pour ne pas se rendre compte qu'on a une longévité insupportable au pouvoir. De 30 ans de règne à la tête d'un pays, c'est excessivement long. À l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, parti de la majorité, on est adepte du déterminisme. Je crois que nous devons donner le temps au temps. Quand nous parlons de l'alternance politique, il y aura certainement. Hier ce fut Aïdjo, aujourd'hui c'est Biya, demain ce sera quelqu'un d'autre. Nous n'avons pas besoin de brusquer quoi que ce soit. Le temps fera le temps. Un jour, il ne sera plus président, donc toute chose a une fin. Interrogé sur la situation des droits de l'homme et des libertés au Cameroun, Paul Biya doit reconnaître qu'il n'a pas de problème sur ce plan dans son pays. Et celui-ci constitue d'ailleurs une exception en Afrique, une position soutenue par l'UNDP. Aujourd'hui, il y a le détournement des deniers publics, il y a la corruption, il y a la bonne gouvernance en général. Bon, donc, de manière très globale, je pense qu'il y a un processus et nous devons suivre ce processus, mais avec beaucoup d'attention. Du côté de la première force de l'opposition camerounaise, l'on préfère contredire par l'exemple. C'est comme si on est dans une autre planète. Paul-Éric Ngué, Tangana Mebara, qui est là en prison, alors qu'il a été acquitté dans une juridiction. Et qui peut me dire que ceux qui sont en prison, en attente de jugement depuis 5 ans, alors que pendant ce temps, il y en a qui ont été reconnus coupables de faute de gestion épinglée par la CONAC et qui se baladent dehors, qui peut me dire qu'effectivement, il n'y a pas de point de droit de l'homme au Cameroun. Tout compte fait, la sortie de Paul Biya après l'entretien avec François Hollande aura permis une fois de plus d'apprécier sa maîtrise de la science politique. Voilà, nous y reviendrons dans la seconde partie de ce journal consacré au débat. Opération Épervier, c'est une note au sujet de l'affaire État du Cameroun, autorité aéronautique contre Roger Tongo Ongene. Notons que l'ex-directeur général des aéroports du Cameroun écope de 12 ans de prison ferme. Le verdict a été rendu public cet après-midi par le tribunal criminel spécial à Yaoundé. Il est reconnu coupable de détournement de plus de 316 millions de francs CFA. Il devra également verser à l'État du Cameroun 17 millions de francs CFA de dépenses et 30 millions pour le préjudice moral, pour le préjudice causé. Et en rappel, l'infortuné était poursuivi dans cette affaire en coaction avec Yves-Michel Fotso, l'ex-administrateur général de la défunte Camer. Celui-ci a vu les charges portées contre lui abandonnées après qu'il a versé la somme de 230 millions de francs CFA, somme qu'il était accusé d'avoir détournée. Nous y reviendrons. Et comme annoncé en titre, le ministre camerounais en charge de la défense est sans pitié pour le capitaine Meka Georges Patrick. Cet officier de la gendarmerie qui a récemment tabassé l'économe du collège de la retraite à Yaoundé est démis de ses fonctions au ministère camerounais de la défense. Et l'officier indélicat écope de 60 jours d'arrêt de rigueur, la peine disciplinaire maximale dans le règlement militaire au Cameroun. Il est remis à la disposition de son corps d'origine, c'est-à-dire la gendarmerie. Sa faute, à contrario, vient d'être pardonnée par l'archevêque de Yaoundé, sous la responsabilité de qui est placé le collège de la retraite. Nous y reviendrons. Notons que le Cameroun célèbre demain la journée nationale du bilinguisme, une pratique qui tarde à faire ses marques dans les services publics. Le constat est fait dans la ville de Douala, où la plupart des fonctionnaires d'expression française sont victimes de la peur de mal faire, ce qui n'est pas le cas de leurs collègues d'expression anglaise, Dani Warenzede et Flavien Valondongo. Si le bilinguisme au Cameroun est une option politique fondamentale, ce n'est pas le cas dans la plupart des services publics camerounais. Je me débrouille. Déjà que j'entends, mais c'est parler qui me dépasse. Je jette quelques mots, mais c'est parce que je ne le fais pas couramment que je dis que je ne parle pas anglais. Dans la capitale économique, quelques fonctionnaires sont victimes de la honte, ce qui n'est pas le cas pour le personnel d'expression anglophone. Ils ont peur de faire les erreurs. Et pourtant que nous, les anglophones, on fait l'effort, on parle en France, même avec les erreurs, on est fiers de parler. Dans la plupart des secrétariats, la pratique des 2 langues officielles n'est presque pas effective. Je peux quand même comprendre quand j'ai un anglophone devant moi, mais c'est le parler qui est un peu compliqué. Quand ils arrivent, ils s'expriment en anglais.
Moi, je les reprends en français, mais quand même, je sais quand même, il y a certains mots que j'avance. La mention passable pourrait être attribuée à certains administrateurs, quoique, ne maîtrisant pas les deux langues officielles, parlent une seule et comprennent la seconde. Quand il dépose ça à mon niveau, je ne vais pas lui dire que madame écoutez ou monsieur écoutez, allez d'abord faire une traduction pour venir me donner. Non, il dépose son document en anglais et moi je le lis en anglais. Et je réponds en français. Parce que pour le moment là, les formulaires que j'ai dans ma machine sont en français. Vous avez dit bilinguisme au Cameroun, seulement c'est toujours la marche vers l'effectivité qui continue. Mais notons que c'est une petite percée dans le système éducatif camerounais. Les premiers brevetés option bilinguisme seront connus au terme de l'année scolaire en cours. Pour y arriver, les matières sont dispensées en français et en anglais. Le constat est fait par Flavien Vallondongo. Le collège Saint-Michel à Douala fait partie des 40 établissements scolaires publics et privés choisis comme pionniers pour la promotion du bilinguisme au Cameroun. Cette initiative, engagée sur concours en 2009 et dont seulement 60 élèves seront admis en cycle bilingue, un apprentissage qui s'est fait de manière toute particulière. Donc avec moi, je fais quelque chose comme spelling qui n'est pas fait par les autres. Je fais souvent dictation et tout ça, ça va aider à améliorer le niveau de l'élève. Les anglophones concentrent sur le français alors que les francophones concentrent sur l'anglais. Les premiers candidats sont à pied d'œuvre et l'engagement est total. Nous nous appuyons plus sur les matières d'histoire, géographie et aussi à notre matière de base qui est l'anglais. Ils sont mis en français pour les anglophones et en anglais pour les francophones. Quand je les compare avec les autres, je vois que ça donne. Dans cet établissement scolaire, certaines matières sont dispensées dans les deux langues officielles que sont le français et l'anglais. L'objectif étant de former parfaitement les jeunes dans les deux langues. En rappel, c'est un arrêté signé du ministre des Enseignements secondaires en date du 29 juin 2012 portant création de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC bilingue au Cameroun. Route enclavée, phénomène de transe dans les établissements scolaires et autres litiges fonciers. Voilà quelques problèmes que rencontrent les populations de Kekem et de Bakou. Ces localités et bien d'autres viennent d'être visitées par le tout nouveau préfet du département du Onkam, Albert Obuno Mekondane, y était en visite de travail. Andine Gagnon et Merveline Tapi pour davantage de détails. Il lui a fallu 3 jours de tournée générale pour toucher du doigt les réalités que vivent les populations du département dont il a désormais la charge. L'arrondissement de Kekem a été à la lumière des autres arrondissements du département du Onkam, c'est-à-dire que nous avons eu à rencontrer des populations au travail, des populations décidées à relever le défi de l'émergence. Les routes enclavées, le phénomène de transe dans les établissements scolaires, les litiges fonciers pour ne citer que ces problèmes, sont, entre autres, les défis qui attendent Albert Mekondane et Bounou, préfet du Onkam. Ces populations sont ambitieuses, elles sont décidées à aller de l'avant. Mais, et c'est là le bémol, l'envers du décor, c'est que cette situation d'écuyer recèle des bénéfices. Car l'arrondissement de Bakou est, qu'on le veuille ou pas, le grenier du département du Onkam. Ce sont des terres fertiles, difficiles, mais très fertiles. Du 21 au 24 janvier dernier, le chef de terre a passé au crible les arrondissements de Kekem et Bakou en visitant quelques groupements locaux. Une visite saluée par les chefs de ces communes d'arrondissement. Il est venu, il nous a donné de très bons conseils et nous avons l'espoir dans ce que nous avons demandé qui nous aidera à faire réussir. Nous avons été ravis de voir que lui-même, il a compris que ce que nous lui relatons, que c'est la vérité. Il a compris quand même que notre zone, c'est la zone la plus privilégiée de notre département. Et les services publics dans le département du Nyong et Kélé, nous sommes dans la région du centre, passent au scanner du tout nouveau préfet. Aboubakar Iyawa a pris contact avec les populations de son ressort de commandement. Le mal-être est perceptible dans ce département. Jean-Paul Yango et Etienne Pascal Azegue.
Aucun secteur d'activité du département d'Union Ekele n'a été épargné lors de ce premier tour du propriétaire effectué par le préfet. Aboubakar Yawa et ses proches collaborateurs ont tenu à prendre la mesure du fonctionnement de tous les services publics et parapublics des ECA et ses environs. Les responsables de ces différents services ont pu ainsi présenter leurs doléances qui se résument en des conditions de travail parfois précaires. Un de droite qui est occupé. Donc oui, seulement ici c'est inoccupé. Prenons le circuit de déplacement, allez comme ça. Bienvenue, monsieur le préfet. Les populations des ECA attendent de l'autorité administrative de la protection de leurs biens et services et qu'elle soit en même temps la courroie de transmission entre elles et les pouvoirs compétents. Ce que j'attends de l'autorité administrative, c'est de m'appuyer dans la mise en mouvement des différents comités de gestion qui ont, n'est-ce pas, été installés par ces sous-préfets. Une prise en compte des aspirations de la base que nous représentons à la commune. Au terme de ces 2 jours de prise de contact, Aboubakar Yawa est désormais fixé sur la tâche et les priorités qu'il interpelle désormais dans le département dont il a la charge. Des difficultés rencontrées par ces services et d'envisager éventuellement des solutions locales et celles qui mériteraient d'être portées à l'attention de la haute hiérarchie ou la hiérarchie gouvernementale pour des solutions éventuelles. Cette tournée de prise de contact intervient 2 mois seulement après la nomination du préfet à la tête du département d'Union Ekele. En santé, c'est une alerte. L'usage au quotidien ou abusif de la pilule n'est pas sans risque sur les femmes adeptes des méthodes de contraception. Les complications peuvent aller de la prise anormale de poids à la difficulté de concevoir. Des experts conseillent de ne prendre la pilule que sous prescription médicale. Dallas Tiana et Merveline Tapi. La pilule est une méthode de contraception très prisée par certaines femmes. C'est bien aussi, ça évite les avortements fréquents. C'est pas bon que la femme soit tout le temps en train d'aller à l'hôpital pour se faire avorter. Donc ça limite tout cela. Se présentant sous différentes formes, elle peut dans certains cas avoir des conséquences néfastes sur la santé. Je pense que c'est ça qui me condamne jusqu'aujourd'hui parce que j'ai des problèmes de conception. Puis j'ai une fille, elle a 10 ans. Non, je n'arrive pas à concevoir depuis. D'autres femmes, par contre, évitent de prendre la pilule pour des raisons diverses. J'ai fait les jumeaux, non. Je crois que si on prend les pilules, je veux faire plus de ça, non. Même 4. Donc c'est pour cela que je ne prends pas les pilules. Selon les spécialistes de la santé, l'usage de la pilule à long terme engendre de nombreux effets secondaires. Une pilule, d'abord, c'est des hormones. Et puis, vous verrez des femmes souffrir, par exemple, soit des problèmes de fibromes ou des myomes et autres, ou même des kystes. Quelquefois, c'est lié à la prise régulière et chronique des pilules. Parce qu'en qualité d'hormones, évidemment, qu'à un moment donné, ça va donc perturber le système hormonal de la femme. Et une fois que le système hormonal est perturbé, cette dernière sera exposée à plusieurs facteurs. Ça peut même avoir des influences au niveau du système, on va dire, cardiovasculaire de la femme, du système au niveau des vaisseaux. Donc, pour cela, il est fortement recommandé de ne consommer la pilule que sous prescription médicale. En général, en pharmacie, on est catholique là-dessus. Une femme qui arrive sans ordonnance, on ne devrait pas servir de pilule. D'accord ? Donc il faut que cette dernière présente une ordonnance ou alors, en tout cas, elle doit pouvoir justifier pourquoi elle prend telle ou telle pilule. Il existe tout de même plusieurs autres moyens d'éviter des grossesses selon les médecins. Et les banques n'offrent plus de garantie à leurs clients, toute chose qui motive le renforcement des systèmes de sécurité des opérations bancaires au Cameroun. Un expert le révèle à travers un logiciel qui permet de sécuriser davantage les transactions. Les détails avec Pierre Laverdure-Romban. Comment contribuer à la sécurité et à la solidité de l'environnement bancaire? La question trouve peu à peu des solutions avec la création des logiciels qui peuvent permettre en toute simplicité de sécuriser les opérations bancaires et limiter la fraude pendant les différentes opérations de services bancaires.
process payments as well as do Finance Solutions, c'est pour gérer les opérations du client et les opérations du back office. Donc, transactions entre l'institution et les banques et entre les institutions et ses clients. En parlant de contrôle ou bien de sécurité, je pense que le logiciel a un système de contrôle qui est assez important parce que gère les transactions, surtout les retraits. Sur le plan opérationnel, le logiciel de sécurisation des opérations bancaires permettra à coup sûr d'endiguer les risques de perte non seulement pour les banques, mais aussi et bien pour tous les consommateurs qui opèrent dans le monde de l'échange rentable. We stop people having to fill complicated application forms. We provide an Le souci de transformer de manière efficiente les différentes opérations bancaires trouverait donc une solution à travers le système logiciel bancaire qui permettrait de traquer les fraudeurs et assurer, malgré le sentiment qui se traduit chez les consommateurs par la frustration et le peu de confiance vers les banques désormais. Car si le service minimum bancaire est gratuit depuis janvier 2011, il reste effectivement payant dans les banques. Une qui viendrait bien assurer la sécurisation de nos biens afin d'avoir plus confiance au système bancaire au Cameroun qui n'offre jusqu'ici pas de garantie. C'est la fin de la première acceptable. partie de ce journal. Je vous invite à nous retrouver dans la seconde manche consacrée au débat. C'est juste après l'indicatif. Merci de nous retrouver dans la seconde partie de ce journal consacré au débat. Avec nous ce soir le professeur Aboya Indong Manassé. Bonsoir. Bonsoir Pascal. Vous êtes politologue. Merci d'avoir accepté ce plateau. D'abord, cette autre rencontre du président Biya qui est en visite depuis plusieurs jours en France. Aujourd'hui, c'était un forum économique, un forum franco-camerounais. Et on a suivi les déclarations du président Biya qui invite les investisseurs français à s'intéresser à la destination Cameroun. Mais il précise que c'est le meilleur risque. Est-ce que cela vous suggère un commentaire? Naturellement, depuis pratiquement longtemps, le Cameroun est un éternel potentiel, donc dans ces déclarations, il n'y a aucune nouveauté. Le Cameroun a toujours été un grand potentiel et je crois que c'était le lieu de le rappeler en indiquant que c'est un meilleur risque. Il a argumenté... Alors, mais pourquoi un meilleur risque? Oui, il a argumenté en convoquant l'aspect paix. Donc, au-delà du potentiel qu'est le Cameroun, il y a la paix qui peut certainement assurer justement le risque de venir y investir. Alors, mais est-ce que, à contrario, on ne pourrait pas penser que la destination camerounaise ne fait pas bonne presse? En réalité, le Cameroun a maille à convaincre au niveau de l'amélioration des conditions de la démocratie. Je crois que c'est cette image-là qui est bridée et qu'il s'agit justement d'encadrer de manière à rassurer les uns et les autres sur la perspective de venir au Cameroun en tant que destination constituant un meilleur risque. Donc le problème n'est pas là, le problème c'est de soigner l'image du Cameroun à l'international. Et il me semble que cette opération ressemble à une opération de charme pour attirer davantage les Français, du moins une autre catégorie de Français à venir investir au Cameroun. Alors, Paul Biya se lance dans une grosse aventure de communication. On le voit depuis hier au sortir du tête-à-tête avec son homologue français François Hollande. Il a communiqué sur un certain nombre de questions qui avaient été annoncées comme faisant partie de l'agenda. Est-ce que, quelle est la lecture que vous faites de cette posture communicationnelle du président Biya? Je pense que ce n'est pas nouveau. Au niveau des sorties officielles du président Biya en France. Vous vous souvenez, en 2009, il y avait cette affaire de biens mal acquis qui était au menu justement des aspects relayés par la presse. Il y avait l'assassinat de la Française Laurence Verne en plein Yaoundé qui constituait un autre aspect sur lequel les médias avaient campé. Donc, à chaque fois qu'il sort, il y a des aspects précis sur lesquels on l'attend. Et cette fois-ci, il était préparé à affronter ces aspects-là, notamment la question de l'homosexualité dans sa phase, dans sa demande de dépénalisation, et puis la question de ce prisonnier qui devient de plus en plus... à Tangana. Voilà, donc je pense que c'est des aspects auxquels il s'attendait,
parce que ces aspects ont été largement et abondamment relayés par les médias français depuis quelque chose comme 6 mois déjà. Est-ce que les réponses qu'il apporte aux différentes questions qui lui sont posées sont précises? Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'équivocité et même d'imprécision dans les réponses qu'il donne par rapport à l'homosexualité, par rapport à l'affaire Michel Thierry à Tangana? C'est un politicien et puis dans ce sens, il n'y a aucune réponse simple. Toutes les réponses sont ambiguës parce qu'il n'a pas intérêt à dire effectivement ce qu'il pense, de peur justement de heurter certaines susceptibilités. Mais je pense que ce sont des réponses de politiciens qui ne rassurent pas par rapport aux attentes, mais qui ont absolument pour intérêt de se dérober des questions posées et de continuer sa trajectoire. Et c'est ce qui revient dans toutes ces deux réponses par rapport aux aspects relatifs à l'homosexualité, où la réponse donnée est complètement ambiguë. Et chacun doit chercher le sens, chacun doit chercher l'idée derrière le mot. Et même chose pour la condamnation de Michel Thierry à Tangana. Est-ce qu'on peut comprendre ou alors envisager qu'au lendemain de cette visite du président Biya en France, les choses peuvent effectivement évoluer, comme lui-même le dit, en termes de la dépénalisation de ce délit qu'est l'homosexualité et puis peut-être de l'abandon des poursuites contre Michel Thierry à Tangana? Non, je pense que quand on peut faire cette lecture? C'est difficile de faire cette lecture, simplement parce que quand on remonte dans le temps, on se rend compte que le président Biya n'a jamais promulgué le protocole de Maputo qui a été ratifié par l'Assemblée nationale camerounaise. Mais il a permis que ce soit ratifié dans tous les cas. Voilà, mais la procédure... le protocole de Maputo, dont l'une des dispositions introduit la libre orientation sexuelle. Voilà, mais justement, la fin de ce parcours législatif doit se terminer par la promulgation de ces protocoles par le président de la République. Il n'a jamais fait et ça dure déjà 4 ans. Je pense que à travers cette manœuvre, il faut comprendre que le président est conscient que la loi est l'expression de la volonté générale et dans ce cas précis, elle ne semble pas être justement l'expression de la volonté générale. Il est prudent, il n'a pas ratifié, ça veut dire qu'il attend voir évoluer les mentalités. Il n'a pas promulgué. Mais l'accord de Maputo a été ratifié par l'Assemblée nationale. Tout à fait. Oui, mais il n'est pas encore entré en application. Cela justement revient à dire, comme il le dit lui-même, que les esprits peuvent évoluer. Voilà, si les esprits venaient à évoluer, alors il promulguerait le protocole. Or, en attendant, personne ne peut revendiquer sa promulgation. Tout à fait. Et nous sommes donc dans l'entre-deux par rapport à cette perspective. Quant à l'affaire concernant Michel Thierry à Tangana, je pense que c'est encore plus ambigu parce que il convoque sa non-ingérence dans les procédures judiciaires. Et donc, il percute l'idée selon laquelle... Ce n'est pas une contre-vérité. Mais puisqu'il indique qu'il n'a pas à s'ingérer dans une affaire qui a été, une décision qui a été rendue par les tribunaux et que le concerné aurait fait appel, donc qu'on attendait justement que la juridiction la plus élevée au Cameroun puisse se prononcer, en l'occurrence la Cour suprême. Et il a dit après, on pourra voir ce qu'il y a à faire. Oui, justement, parce lorsque la Cour suprême se serait prononcée. Oui, le président dispose du droit de grâce en vertu des prérogatives constitutionnelles. Et ce n'est qu'à ce niveau qu'il peut effectivement exercer le droit de grâce. On ne peut pas exercer cette prérogative avant que le parcours judiciaire ne soit arrivé à son. Mais cela veut dire que les bouleversements ne sont pas exclus au lendemain de cette visite, dans tous les cas, dans les deux cas. Dans les deux cas, il faut remarquer et prendre en compte le fait que tout est politique. Et dans le discours de Biya, pour celui qui suit ces sorties médiatiques, tout est politique, rien n'est précis, rien n'est clair, tout est à décrypter sans qu'on soit sûr d'avoir encadré la meilleure perspective. Est-ce que vous partagez cet avis de l'opinion que le président Biya en France était dans une opération, dans une mission de légitimation de son règne? Vous savez, c'est une perspective qui a évolué, du moins par rapport au sommet de la francophonie à Kinshasa, où
il paraissait clair que le Cameroun voulait à tout prix une rencontre avec le président français à l'issue des rencontres avec les présidents gabonais, les présidents béninois. Donc, sur le plan diplomatique, sur le plan du rayonnement international, je pense que le Cameroun avait besoin de légitimer sa posture internationale en acceptant d'aller à la rencontre du président français. Eu égard à cela, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, comme l'a mentionné justement le président Biya, que les relations avec la France sont bonnes? Il n'a pas manqué de dire d'ailleurs qu'elles sont excellentes. Les relations avec la France sont bonnes à travers une déclaration politique, mais dans les faits, elles sont ambiguës. Quand on sait le désamour manifeste qui a souvent opposé le président camerounais, d'abord avec le président Sarkozy et aujourd'hui manifestement avec le président Hollande. Je crois que sur le plan diplomatique, ça va contribuer à décrisper la distance qu'on a observée et puis l'aspect bridé, l'aspect qui n'assurait pas fondamentalement un rapprochement entre les deux sommets d'État. Je crois que nous allons au début d'une décrispation qui a longtemps marqué l'état de ces relations. Merci professeur Aboya Indon Manassé. Je rappelle que vous êtes politologue. Merci d'avoir accepté ce plateau, ce débat. Nous allons le poursuivre sur nos plateaux subséquents. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés au thème de ce journal. Restez connectés sur les programmes d'Equinox Télévision. À demain lorsqu'il sera 20h. Bonsoir.